Extrait de la nouvelle « Qu'avons-nous fait de l'amour mixte » dans Journal d'une femme noire de Kathleen Collins. C'est l'été. La colocataire noire et son jeune amant blanc envisagent de se marier. Dans quelque temps, elle l'amènera à l'hôpital rencontrer son père, victime d'une attaque à la suite d'une overdose d'idéalisme. Dans quelque temps, son petit amant blanc à la lippe protubérante, qui le faisait légèrement bégayer, affrontera la distinction auréolée de cheveux gris du premier principal de couleur du New Jersey. « Je t'aime, disait-il à sa maîtresse donc. Je veux être un noir pour toi, disait-il. Le père de la jeune femme fixera sur elle son regard bourgeois d'un gris profond et ne bougera pas un muscle. C'est l'été. La diplômée de Sarah Lawrence écoute son poète d'Umbra. Il est réservé, sombre, et ne cesse de lui jeter de brefs coups d'œil pendant qu'il lit. L'appartement s'empourpre, et sans poussière aussi. Plus tard, la petite bande se préparera à assister à une assemblée pour la grève des loyers à Harlem, ou à un événement pour récolter des fonds pour le comité de coordination non violent des étudiants, ou bien à une réunion pour inciter à l'inscription sur les listes électorales à Newark, dans le New Jersey. Nous sommes l'année de la décomposition des races, des religions, des appartenances ethniques. Des familles noires de Montclair, New Jersey, de Brookfield, Massachusetts, de Hartford, Connecticut, de Mount Vernon, État de New York ou de Washington, D.C., toutes les enclaves secrètes de la bourgeoisie noire, livres qu'on sortira des rayonnages poussiéreux d'une obscure bibliothèque provinciale et qui sera bientôt édité en poche, faisant la bonne fortune d'un obscur sociologue noir, verront leurs enfants tourner le dos à toute une vie d'effort pour sortir du ghetto. Leurs fils iront en prison pour la liberté, ce qui dans l'esprit de leurs parents est exactement comme aller en prison pour vol à main armée, addiction à l'héroïne, proxénétisme et autres petits trafics ethniques du même acabit. Leurs filles s'agenouilleront pour prier sur les routes de terre rouges et poussiéreuses de Géorgie, comme si elles n'avaient jamais vécu leur première rencontre avec la religion sur les bancs de velours impeccables de l'église épiscopale. On demandera à tous les premiers de couleur de la médecine, du droit, de la politique, du baseball, de l'éducation, de l'ingénierie, du basketball, de la recherche en biochimie, des forces armées, du tennis et du cinéma, de se faire connaître et de raconter leur réussite. Ralph Bunche deviendra une célébrité. Tous les gens respectables trouveront au moins un noir à ramener chez eux pour le dîner. C'est l'année de l'être humain. On est en 1963. Qu'avons-nous fait de l'amour mixte? Dans notre appartement de l'Upper West Side, notre jeune coloc noir vient de rentrer de l'hôpital avec son Freedom Rider. Elle a honte, et elle est singulièrement déprimée. L'expression lugubre dans les yeux de son père n'avait rien de rassurant. Incapable de bouger un muscle, il semblait tout de même dire « Alors c'est pour ça que je me suis battue et que j'ai lutté toutes ces années. Pour ça, cette promiscuité indécente ?» Il ne semble pas comprendre que la jeune femme de couleur qu'il a engendrée ne croit pas, elle, à la couleur de peau. Que pour elle, le jeune Freedom Rider de ses rêves n'a pas de couleur, d'ailleurs il n'en a pas, et que leurs sentiments naissent là où s'arrête la couleur, d'ailleurs il le faut bien. Si seulement il pouvait comprendre que la race en tant que problématique, la race en tant que facteur social, la race en tant qu'obstacle politique ou économique, la race appartient au passé. Ne voit-il pas que l'amour n'a pas de couleur? Elle est au bord des larmes. Le regard gris et bourgeois reste incrusté dans son esprit. Son compagnon est assis, l'air abattu, dans la pièce sans soleil. Quand elles ont pris l'appartement, elle a choisi la chambre du fond, juste à côté de l'entrée, pensant qu'elle lui offrirait davantage d'intimité. C'est le cas, mais elle est aussi privée de lumière. Et d'ici la fin de son séjour ici, elle découvrira que le couloir sombre et sinistre qui lui servait de chambre était en grande partie la raison de son mal-être. Elle n'avait besoin que d'une chose, la lumière du soleil. La lumière pure et délicieuse du soleil qui inonde une chambre. Il pense à ses parents,
à son éducation bostonienne austère. Son père ne se risquera même pas à rencontrer la fille qu'il a choisi d'épouser. Sa mère n'acceptera qu'un rendez-vous secret dans un restaurant de Boston à l'abri des regards. Comment faire comprendre à son père ce que ça fait d'être passé à tabac? Les dents en miettes, la mâchoire disloquée, le nez déformé, l'estomac embouilli. Et tout ça pour la liberté. Tout ça pour les Noirs de ce pays que nous appelons Amérique. Il est impératif que son père comprenne que personne ne l'a trahi. Que lui, le fils, essaie en fait de réaliser le rêve de son père. Ce rêve auquel il croit, le père, tout au fond de lui. Quelque part vraiment tout au fond, lui, le fils. On est en 1963. C'est l'année où les prophéties s'accomplissent. Le dernier réveil spirituel est proche, celui où les fils reprirent la croix de leur père. Les fils blancs se répandirent sur les routes de terre de Géorgie et d'Alabama pour prouver à leur père qu'on pouvait encore se mélanger dans le melting pot. Les fils noirs se répandirent dans les Woolworth, les Grant et les Greyhound d'Amérique pour prouver à leur père qu'ils pouvaient manger, s'asseoir et voyager aussi bien devant que derrière, aussi bien sur un siège que debout. Son compagnon est assis dans la pièce sans soleil et se sent abattu. Il devra bientôt rejoindre les champs de coton pour poursuivre la mobilisation populaire. Sa diction bostonienne flirte avec les accents traînants du Sud. Son visage blanc flotte sur un océan de contestation noire. C'est une époque qui appelle les métaphores les plus pittoresques, car nous nageons dans les entrailles mythiques de l'Amérique, là où c'est tendre et brûlant, là où on peut aller se frotter au sable rugueux de l'illusion et revenir le nez en sang. Notre jeune amoureux, blanc, à son retour, atterrira pour la seconde fois en prison, où il refusera de payer sa caution, refusera de manger, refusera de se taire jusqu'à ce que les coups le réduisent encore une fois à un silence absurde, la bouche à nouveau cousue. Son père ne vient pas à son secours. Sa mère le supplie d'utiliser le chèque glissé dans l'enveloppe et de rentrer à la maison. De son appartement de l'Upper West Side, sa dame noire lui écrit des lettres poétiques avec une touche d'Emily Dickinson ici et là pour l'encourager. « Qui êtes-vous ? Je suis personne. » Et une pointe d'Edna Saint-Vincent Millet quand il est d'humeur élégiaque. « Si je devais apprendre, tout à fait par hasard, que tu étais parti pour ne plus revenir. » C'est à ce rythme décousu qu'ils passeront l'hiver. La coloc noire trouve refuge dans sa chambre sans soleil. Confrontée à la sévérité paralytique de son père, confrontée à l'emprisonnement de son amant, elle reste là, sirote du thé, et revit cette sensation de vide, l'absence des noirs de ses années d'université. C'était comment d'être la seule? Elle se souvient de la mise en garde de son père en première année pour éviter le problème de la coloc. « Berr, qu'il y a une noire dans ma chambre. » Toujours demander une chambre individuelle. Elle se souvient de chacune de ces chambres individuelles, une par année, même si elle n'était jamais seule. Elle l'avait élue déléguée de classe dès l'ouverture de la première année, puis représentante au comité d'honneur, en guise de rappel pour la deuxième année, puis encore un autre truc de promo l'année suivante. Elle était certaine d'être l'une des leurs jusqu'à ce jour funeste où les sit-ins commencèrent et où elle se mit à se demander pourquoi, en fait, elle était si privilégiée alors que d'après les militants des sit-ins, qui débarquaient en masse pour donner des conférences dans toutes les institutions presque exclusivement blanches du pays, beaucoup des membres de sa race, ils avaient encore du chemin à faire avant de devenir son peuple, vivaient dans la pauvreté, le désespoir, privés de tout, jusqu'au droit de vote, ce droit américain fondamental. Ils étaient pourtant américains, tout comme elle était américaine. Alors à Pâques, elle annonça à son père, qui n'avait pas encore fait son attaque, qu'à l'été, elle partirait dans le sud pour travailler à l'inscription des électeurs, qu'elle partirait dans le sud cet été-là pour découvrir une fois pour toutes
ce que cela signifiait d'être noir. Et cet été lui avait apporté une révélation aussi surprenante que bouleversante. Elle pouvait épouser n'importe qui. Pas seulement un médecin, dentiste, avocat, enseignant de couleur, mais n'importe qui. Un chauffeur de poids lourd mexicain, un psychiatre japonais, un journaliste sud-africain, n'importe qui. Et même, et y compris, un homme blanc. C'était là le fruit le plus mûr d'un été passé à récolter du coton et des concombres et à prendre des bains de soleil dans la basse-cour de Moma Dolly avec une autre amie noire qui fuyait elle aussi son passé bourgeois. Elles étaient en train de se muer en véritables terriennes. Des femmes à la peau noire, voilà, c'est dit, enracinées dans ce sol, en harmonie avec les fluctuations de la nature, en harmonie avec la terre du Sud et de leurs ancêtres, avec le ciel profond du Sud, avec les étoiles changeantes du Sud. Texte dit par Sophie Knittel-Ottinger.